Top, les ordinations matin, on va continuer les lois du pain d'un goy, patakoum. Le pain d'un goy, dans quelles circonstances on a le droit de le consommer, quelles sont les conditions de l'interdiction. On a vu qu'il y avait une différence entre le pain d'un goy et la cuisson d'un autre aliment cuit par un goy. On va essayer, Bezrat Hashem, d'avancer rapidement. On avait dit donc que quand il y a un pain de meilleure qualité, d'accord, chez le goy que chez le juif, alors on pourra même consommer le pain d'un goy. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, eh bien, on considère qu'il y a une difficulté d'acquisition et donc les Chachamim n'ont pas instauré leur interdiction. Ce qui signifie que Béhémet, s'il n'y a pas assez de quantité pour les juifs, pour la communauté juive de l'endroit dans lequel on se trouve, et qu'il y a une boulangerie juive, mais elle ne fait pas assez pour tout le monde, eh bien on pourra même le payer et l'acheter chez un boulanger goy. Et on a dit c'est la même chose, pour répondre à la question tout à l'heure, s'il y a une hausse des prix, ça entraîne une hausse des prix, que ce n'est pas le même prix, finalement ce sera permis. On avait enfin fini par quoi? Par le pain garni, s'il y a un œuf, si c'est recouvert d'œuf, eh bien on a dit que c'était quand même permis, même s'il pouvait avoir quelques gouttes de sang éventuelles. On avait expliqué qu'à notre époque, les œufs fécondés, le sang qui se trouve à l'intérieur est permis, c'est interdit que Mishum Maritain, pour ne pas éveiller le doute chez autrui. Et donc quand on ne le reconnaît pas, ce sera parfaitement permis, et l'élément majoritaire c'était le pain. On s'est arrêté là. Quel va être le statut Rabotai? Et ça je vous pose la question, des gâteaux cuits par des non-juifs. Donc en d'autres termes, est-ce que quand on est en France, au rayon du supermarché, peut-on acheter des hellos de lu? Ça existe encore les hellos de lu? Il y a une liste de tourisme en fait. Les barquettes de lu, mais bon, c'est de barquettes. Ouais, mais est-ce que, voilà, donc c'est ça la question. Ça existe encore, c'est les barquettes. Mais hello, ça existe ou pas? Non, pas hello. Ça existe plus? Non, les cookies, comment ils s'appellent les cookies d'enfants? Non, Pepito, c'est monsieur Acher, c'est avec le sombrero ça. Il n'y a pas des cookies français? Non, c'est plus qu'à chaque fois. Ah, c'est plus dans la liste? Non, il n'y a que les barquettes de lu, les pims, c'est tout. Ouais, ça a toujours existé ça. D'accord. Donc il n'y a pas eu de tridouche quoi. Une Hadash, puis Shemesh. Donc il faudrait que j'en parle. Là, j'ai un ami en France, là, il s'appelle Monsieur Cameron. Comment Macron? Il faut que je lui en parle là, qu'il fasse une nouvelle série. Top. Quoi qu'il en soit, eh bien, donc je vous pose la question à Botaï. A-t-on le droit en France de manger du pain, pardon pas du pain, des gâteaux qui ont été cuits par des goyim, qui ont été enfournés par des goyim? On n'a pas le droit. Donc en d'autres termes, pour mettre en pratique cette question, est-ce que quand je prends la liste du consistoire, eh bien pourrais-je m'appuyer dessus pour pouvoir manger les gâteaux qui s'y trouvent? Ou bien non, c'est pas takoum, c'est pain d'un goy, c'est un aliment qui a été cuit par un goy, j'ai pas le droit de le manger. Donc je répète la question, si tous les ingrédients sont parfaitement cachers, a-t-on le droit de manger le gâteau d'un goy, d'après vous? Si on a le droit, mais pourquoi non? Parce que vous habitez en Israël, c'est facile pour vous. Mais... D'accord. Donc effectivement, bonne remarque. Vous dites a priori ça ne ressemble pas au pain. Pourquoi ça ne ressemble pas au pain? Parce que le pain est vital. À Adam, comme le dit le Passouk. Et donc, comme c'est vital, alors on pourrait pour le pain, on ne peut pas se retenir, mais pour les gâteaux, on peut se retenir. C'est pas vital. N'est-ce pas, Esther? En France. Alors, remarque, vous avez pu en manger en France, mais c'est pas grave. Pensez à vos amis, à vos camarades. On pourrait ou on pourrait pas, d'après vous? Dans la liste, il y a, mais il doit pas se séparer parce que c'est pas C'est mal. Bon, la liste, je vous ai dit ce que je pensais de la liste en général. C'est pas toujours une référence. Il vérifie qu'il n'y a pas des choses tarèves dedans. Est-ce que ça veut dire que c'est bien mangé ou que c'est caché ou que c'est dans toutes les circonstances c'est permis? On en a déjà parlé, j'en parle pas maintenant. Mais je vous pose la question midin, la question que je vous pose donc elle est très précise, midin, pat akoum, du pain donc cuit par un goy, a-t-on le droit de manger des gâteaux enfournés par des goyim? Si tous les ingrédients sont permis. Ou bien je vous relance une question, vous êtes dans le 19e à Sareden, très bon ashgacha, et vous voyez que le monsieur qui travaille à la cuisine, c'est un... Voilà, d'accord? C'est pas un juif. Donc, ça se voit tout de suite qu'il n'est pas juif, d'accord? Est-ce qu'on pourra le consommer? Même à Sareden? Bien sûr, à Sareden, ça ne fait pas un juif, il y a la surveillance de quelqu'un. Ouais. C'est obligatoire qu'il y ait un ashgacha. C'est obligatoire qu'il y ait un ashgacha dans tous les restaurants de Paris. Vous savez combien de restaurants en France? Il n'y en a plus. À Paris, il y en a plus de 350. Il y en a encore plus que dans tout Israël. En France, ils aiment bien. Donc les maskana, il faut savoir qu'il y a des coulottes qui sont neugotes en Hutzlaret qu'on ne peut pas faire toujours, qui sont contre le Shulchan Aruch, il faut le savoir. C'est pas parce que c'est autorisé
que le Shulchan Aruch le permet absolument. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre la halacha et entre les maasé. Donc les maskana rabotai. Les maskana, a-t-on le droit de manger un gâteau cuit par un goy? Eh bien, la majorité des poskim, l'ensemble des poskim, considèrent que le pain a le même statut que le gâteau, ou inversement que le gâteau a le même statut que le pain. Pourquoi? Pourquoi? Vous allez dire, ouais, mais c'est pas vital, je peux me retenir de manger un Pim's ou un Pépito. Comment ça se fait que tu me mets au même stade que le pain? Le pain, je comprends que c'est permis, on n'a pas le choix. Mais les autres choses, pourquoi on aurait le droit? Hein? Les mêmes ingrédients. Comment? Comment? 5 céréales, c'est mieux. Donc effectivement, il y a une correspondance entre le pain et entre les gâteaux. C'est-à-dire qu'ils ont le même statut. Ah, pourtant c'est pas vital. T'as raison, c'est pas vital. Mais malgré tout, eh bien, les autres gâteaux, je l'ai dit, je crois, c'est hier qu'on a parlé de ça ou la semaine dernière, je ne m'en rappelle plus, que sur des gâteaux, tu manges un paquet de gâteaux. Il y a 216 grammes dans un paquet de gâteaux, 300 grammes, 400 grammes, 500 grammes. Eh bien, si tu manges la moitié d'un paquet, tu manges 216 grammes, tu dois faire Netilat Yadayim, à Motzi et Birkat Hamazon. C'est ça que j'ai parlé de ça? Non, sans déjeuner. Oui, si. Alors, Béhémet, tu vois que quoi? Que le gâteau, ça a le même statut que le pain. Exactement, c'est-à-dire que ça a le même statut. Bien que vous avez raison, ça c'est vital, ça c'est pas vital, ça c'est superflu, ça fait partie des nécessités élémentaires. Tu as raison, Kol HaKavod. Simplement, on te dit que, eh bien, les gâteaux ont le même statut que le goy. Et donc, dans les régions dans lesquelles on mange le pain d'un goy, eh bien, on pourra aussi manger les gâteaux des goy. D'accord? Ça dépend. Si vous êtes dans une région dans laquelle vous êtes à Sarcelles et nécessairement, vous ne pouvez pas manger ni gâteau ni pain. Et là-bas, on peut retrouver à chaque coin de rue de pain Youssef. Mais si vous habitez à Rouen et qu'il n'y a pas de boulangerie juive, voilà. Alors, dans ce cas-là, non, mais c'est quoi quand vous dites on n'a pas le choix? C'est que je suis à Rouen et j'ai pas de boulanger goy. J'ai pas de boulanger juif. D'accord? Donc vous mangez le pain d'un goy. Est-ce que vous pouvez manger ces gâteaux? Oui. Si? À la boulangerie quoi? Non, à la boulangerie, parce que à la boulangerie on a un doute sur les composants des gâteaux. Mais est-ce que midin, pâte, akoum, il y a un issour ou pas? Non, il n'y a pas de doute. Alors effectivement, dans une boulangerie, jamais on peut acheter quel que soit même un croissant, tu vas dire c'est rien, un croissant, c'est de la pâte, c'est la au four. Non, un cassé d'ava, c'est différent. Le pain, c'est un pain, c'est élémentaire. En plus, le pain, c'est un aliment de base et c'est surtout contrôlé par l'État. Très souvent, le pain, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Les gâteaux, chacun veut ce que je veux, je suis libre. Donc, ça n'a pas le même contrôle, ça n'a pas le même. On n'est pas tout aussi strict avec du pain ou avec des gâteaux. Et donc, la halakha les maaser rabotai, c'est bien les gâteaux. Si je répète, tous les composants sont parfaitement permis, et ça suffira pas de regarder sur les composants et sur la composition qui se trouve derrière le paquet, eh bien dans ce cas-là, ce sera permis. Pourquoi on ne pourra pas s'appuyer sur ce qui est écrit sur le composant et sur les compositions? Parce qu'en réalité, comme j'avais dit pour d'autres issourim, eh bien le fabricant n'est pas tenu sous la loi de tout dévoiler. S'il dévoilait tout, il n'y aurait plus de secret professionnel. Chacun fait les mêmes gâteaux, les mêmes Coca-Cola. Et donc quoi? Ils ne sont pas obligés de te dire, ils gardent 2%, tu as 2% d'ingrédients que tu peux ne pas dévoiler, justement pour préserver justement cette meilleure doute que ces gâteaux ont tel et tel goût, et je ne dis pas que pour l'un puisse s'appuyer sur l'autre. Par contre, s'il s'agit de gâteaux qui sont donc mentionnés dans les listes d'autorités rabbiniques, eh bien effectivement, midin, pâte, akoum, par rapport à cette halakha précise de pain de goy, alors si tu te trouves dans une région dans laquelle tu manges le pain de goy, tu pourras aussi manger le gâteau d'un goy. Donc je répète, il s'agit ici de gâteaux manufacturés lorsque tous les autorités ont bien vérifié chacun des composants. Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc vous allez à Paris, vous allez au Tibet. D'accord? À Ashgaha, la meilleure de Paris. Très bien. Et tu vois qu'à la cuisine, il y a un... C'est pas un juif, un Pakistan qui est en train d'enfourner les pâtes. D'accord? Ou un Chinois, il est en train d'enfourner les pâtes. Les pâtes ou la pâte, d'accord? Ou la pizza. C'est permis ou c'est interdit? On avait dit, rappelons ce qu'on avait dit dans le cuisson d'un goy. Le cuisson d'un goy, d'un aliment goy, il faut que ce soit le juif qui le dépose à un endroit où il va pouvoir atteindre sa cuisson. Il faut qu'il puisse là-bas être consommable. Le tiers de la cuisson, la moitié de la cuisson, on était déjà rentré dans ça. Là, au sujet de la pizza, si tu considères que la pizza c'est indigne d'aliment, eh bien,
Même si c'est le juif qui a allumé le feu, ça sert à rien. Rappelons ce qu'on avait dit. Qu'est-ce qui se passe si le juif a allumé le feu au restaurant et que le gars il vient avec sa grosse marmite, il la met dessus? On a le droit de manger cette marmite ou pas? Non. Pourquoi? Parce qu'on avait dit qu'il faut que ce soit le juif qui permette la consommation de cet aliment, qui le rende consommable tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre taille? Quand tu vas consommer cette soupe, cette pomme de terre qui a été posée sur le feu par le goy, une fois que le juif l'a déjà allumé, eh bien l'allumage du juif n'a plus aucune incidence sur l'aliment. Et donc tu ne pourras pas le consommer dans ces conditions. Et donc, a priori pour la pizza, c'est la même chose. La pizza, il y a quoi dessus? Sauce tomate, il y a du fromage, il y a des olives. Donc a priori, je veux dire que ça peut être indigne de cuisson d'un goy, pas de pain d'un goy. Et quand c'est le pain, c'est plus léger. Le pain, il suffit que ce soit allumé par un juif. Mais pour les autres aliments, ça ne suffit pas d'allumer, il faut le déposer sur le feu. Il faut le rendre consommable. Ce qui signifie à vos tailles que si l'employé non juif à la pizza, c'est lui qui en font la pizza, on aura le droit de la manger ou pas? Non. Si c'est le juif qui a allumé le four, ça suffira ou pas? Pourquoi? Non, le juif il a allumé le four le matin. En général, les mashgichim dans les restaurants, ils ne restent pas toute la journée. Même s'il reste, il ne va pas rester. Quand il est toute la journée, qu'est-ce qu'il fait? Il allume et il part. Donc, qui a rendu cette pizza consommable? Celui qui a allumé. Non. Celui qui a déposé. Celui qui a enfourné. C'est lui qui l'a rendu consommable. Celui qui allume dans les boulangeries, ils allument, puis après, ils Oui, parce que le boulangerie, c'est du pain. Quand c'est du pain, on a dit que, on va voir, il suffit d'une action quelconque, une action minime. Quand c'est les autres éléments à part le pain, ça ne suffit pas, une action minime, il faut une action conséquente. N'est-ce pas? On s'en rappelle bien à votre tête, c'est clair? La différence entre le pain et les autres aliments? Donc je vous répète, la question très simple, une pizza, ça a le statut d'un aliment ou ça a le statut du pain? Là j'ai un pain. Peut-être que aussi, hein. Non, dans l'aliment. Donc là j'ai 2 baguettes. Un aliment. Vous montez 3 caisses alors. Un aliment. Pourquoi un aliment donc? Je sais pas, parce que dans tous les restos, on voit que c'est le Pakistanais qui met du blanc. Et donc, je sais, Non, mais ça veut dire en russe, mais ça veut dire c'est pas le patron, c'est le écoutez bien, écoutez bien. Non, ils vont pas la cuisine. Écoutez bien. Pour le pain, il suffit d'allumer le four. Pour les autres aliments, il ne faut pas allumer le four, il faut le déposer dans le four. Il faut enfourner. Vous vous rappelez ce que j'avais dit pour les à Hanouka, pour les beignets? Vous vous rappelez ce que j'ai dit pour les beignets? Il faut que ce soit le juif qui le pose à l'intérieur, qui pose cette pâte à l'intérieur de l'huile bouillante. Donc, ça ne suffit pas que le goy pose la marmite. Il faut que ce soit le juif qui rentre à l'intérieur chacune de ces beignets. Et donc la Khalémaser, on considère comme ça, que le pain, il suffit que ce soit allumé par un juif, quelle que soit la personne qui l'enfourne. Pour la pizza, selon le principe que j'ai dit précédemment au sujet des gâteaux, il en est de même pour une pizza. La pizza, la pâte en elle-même, c'est du pain. Donc c'est bon, dès que le four était allumé par un goy, ça suffit. Ah, tu veux dire, mais sur la pizza, il y a la sauce tomate, il y a du fromage, il y a des olives, des anchois. Il y a plein d'ingrédients, mais tous ces ingrédients, ils sont déjà consommables à l'état cru. Donc il n'y a pas de issour de bichou la coum dans une pizza. Donc quand tu es dans une pizzeria et tu vois que c'est l'employé non juif qui va enfourner la pizza, il n'y a pas de problème. Pourquoi? À partir du moment où le four est allumé par un juif, c'est permis selon tous les avis, selon toutes les opinions, et donc c'est parfaitement permis. Pourquoi? Parce qu'une fois de plus, la pizza aura le statut du pain d'un goy, et donc ce sera permis. Il suffira que le four soit allumé par un juif pour permettre une pizza. À partir du moment où c'est allumé par un juif, alors on ne va pas consommer un pain totalement cuit par un goy. L'interdiction, c'est quand c'est totalement de A à Z cuit par un goy. Dès que tu fais une petite action, c'est permis. On a dit que cette action nous permettait seulement le pain. Pour les autres aliments, même pour une pomme de terre, si ce n'est pas le juif qui fait une action conséquente, qui va le déposer sur le feu pour qu'il soit consommable, ça ne marchera pas. Et donc, Rabotai, pour les autres gâteaux, alors on va faire une distinction suivante. La distinction suivante, c'est quoi? S'il s'agit de gâteaux avec une pâte épaisse, d'accord? Et l'apparence du pain, ils vont avoir le même statut que le pain, et donc ce sera parfaitement permis.
Donc on aura le droit de consommer un gâteau qui a été enfourné par un goy, au même titre qu'on aura le droit de consommer un pain qui a été enfourné par un goy, dans le cas où celui-ci a été allumé, le four a été allumé par un goy. On avait dit que pour les beignets, eh bien, on devrait se montrer plus rigoureux, comme le Rav Essas, parce qu'en réalité, eh bien, les beignets, c'est pas fait au four, c'est fait dans une marmite, et donc avec de l'huile profonde, et donc dans ce cas-là, on va interdire les beignets tant qu'ils ne sont pas allumés et faits par un juif. On a dit donc à Botaï qu'on fait donc une distinction bien claire, bien distincte entre les autres aliments et entre le pain. Mais c'est bien. Alors, dans les régions... Oui. Comme pour la pizza. Sur la pizza, il y a toutes sortes d'ingrédients. La plupart sont consommables à l'état cru, mais même s'il y avait des aliments qui n'étaient pas consommables, sur la majorité, tant qu'on ne peut pas les reconnaître, on avait dit pour la soupe, vous vous rappelez que ça a été broyé. Ce qui signifie que, par exemple, pour les cookies, eh bien effectivement, il y a donc la pâte, c'est du pain, et donc dans la région dans laquelle les gens mangent du pain de goy, ils pourront aussi manger la pâte du gâteau. Et il y a aussi des pépites de chocolat. Les pépites de chocolat, c'est consommable à l'état cru. Avant le mettre au four, c'est déjà consommable. Oui. Comme c'est déjà consommable, donc il n'y a pas de problème de consommation. Il n'y a pas de problème d'aliments qui ont été cuits par un goy. Quelles vont être maintenant à Botaï les conditions de la permission? Donc on te dit qu'il faut faire une différence entre le pain et entre les autres aliments. D'accord? Pour les autres aliments, on est rigoureux. Pour le pain, on est plus indulgent. Quelle va être la condition de la permission? Alors, même dans les régions dans lesquelles on ne consomme pas du pain fabriqué par un non-juif, notamment à Paris, Strasbourg, à Marseille, toutes les élèves qui sont ici, bien partout où on se trouve, on ne peut pas permettre de manger du pain de goy. D'accord? Quelle va être la condition pour permettre le pain, ce qu'on appelle du pain de juif? C'est quoi? Qu'est-ce qui est considéré comme étant pâte Israël? C'est quoi? On a besoin que le boulanger soit un juif, on a besoin que ce soit pétri par le juif, on a besoin que ce soit enfourné par le juif. Quelles vont être les conditions pour permettre du pain ou donc dans les régions dans lesquelles il n'y a pas de pâte Israël, d'accord? Sous quelles conditions on va dire c'est enfin du pâte Israël? Béhémet, je l'ai dit tout à l'heure, qu'en réalité, comme le pain c'est un aliment qui est vital, les Chachamim ont permis de faire une action quelconque dans la cuisson de cet aliment, de ce pain. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le juif il est intervenu même d'une manière minime, eh bien ce sera permis de consommer ce pain-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le juif il est intervenu dans la cuisson du pain, quelle que soit son intervention, même minime, ce sera parfaitement permis. Donc on a dit c'est à l'inverse des autres aliments du Bishul Goy. Bishul Goy, il faut faire une véritable action, un acte qui est conséquent, mais dans le pain d'un goy, eh bien, ce sera parfaitement permis à partir du moment où il a fait une action minime. De quelle action minime s'agit-il, Rabotai? Il s'agit de quoi? Il s'agit d'allumer le feu, d'augmenter le feu, de raviver le feu, les braises par exemple, pour pouvoir permettre l'ensemble du pain. Tu vas dire, mais j'ai rien fait. On va dire que le pain, on doit laisser dans le four, je sais pas, un quart d'heure. Et toi, tu viens à la dernière minute et tu augmentes le feu. Ou bien tu ouvres le four et tu le refermes. Tu dis, mais j'ai rien changé. Si. Grâce à toi, ça va se cuire plus vite. Dès que tu fais une action minime, ça sera permis. À l'époque du Shulchan Aruch, il n'y avait pas les fours comme ça, c'était comment on dit en français, un soufflet. C'était un soufflet. Il prenait un soufflet et il ravivait le feu de cette manière. D'accord? Eh bien, comment? C'est pas un truc qui sert à rien? Non, alors le Shulchan il dit même, on prend une brindille, d'accord, qu'on a trouvé là devant, dans la fougère, devant la séminaire, on dirait une petite jungle. Eh bien, tu prends une brindille, tu la jettes dans le feu, dans lequel il y a du four, dans lequel il y a du pain, ça devient tout de suite permis. Même plus que ça, du Shulchan Aruch, tu souffles dessus. Ah, j'ai rien fait, j'ai un peu bougé le feu en soufflant dessus, tu as raison. Bon, à notre époque, si tu peux souffler jusqu'à demain sur un four, ça ne marchera pas. Mais si c'est un pizza à bois, par exemple, ou du feu au bois, eh bien, une petite action, ça va changer le statut de ce pain. Pourquoi?
On a dit, comme le pain, c'est un aliment vital, les Chachamim te disent, fais la petite action, ça suffit. Des fois, ça c'est dans Avodat Hashem, c'est comme ça. Avodat Hashem, on te dit, fais telle chose. Je peux pas, j'y arrive pas. Je suis comme ça de nature et j'arrive pas à me changer. Tu as raison, c'est ta nature. C'est vital pour toi. Alors fais le plus petit acte. La plus petite action, le plus petit effort est altezalzel dans ton effort, si minime soit-il. Fois tu dis non, ça sert à rien, je ne veux pas changer, je suis comme ça, c'est ma nature. Ok, ça sert à rien. Ah, Kadosh Baruch Hu te dit, écoute mon fils, c'est vital pour toi. Cette qualité, ce défaut que tu as, il est vital, ça fait partie de toi. Un tout petit effort, minime soit-il, pour demain Kadosh Baruch Hu, ça suffit pour te rendre permis. C'est-à-dire que tu montres à Hachem ta bonne volonté, c'est tout ce qu'on veut. Nous, on est dans une génération dans laquelle on veut voir les résultats. J'ai fait telle chose, je veux plus être coléreuse. Je prends sur moi de être coléreuse, mais tu peux vivre sans colère, c'est pas possible. Alors prends sur toi tu sais qu'avec tel camarade, tu ne peux pas t'entendre. Dès que tu parles, tu t'énerves. Et pas dit, écoute, je m'énerve avec tout le monde sauf avec elle. Je prends sur moi qu'avec Dvora, d'accord, je m'énerve pas. Je prends sur moi quoi qu'il arrive. Avec les autres filles, je leur mets des claques, je m'écris, je les prends comme un comment ça s'appelle, un punching ball. Bon, elle m'a mis les nerfs, d'accord. Mais avec elle, non. C'est énorme. Devant Kadosh Baruch Hu, c'est énorme. C'est déjà beaucoup ce que je vous dis. Mais même, des fois, on dit même la shonara. C'est impossible. La shonara, c'est tellement dur. Alors prends une demi-heure par jour. Tous les jours de 8h à 8h30. Tous les jours, je ne fais pas de la shonara. Quelle que soit la difficulté, je ne ferai pas de la shonara. Pendant une heure, de 8h à 9h. Au début, prends des horaires creuses, dans lesquelles, quoi qu'il arrive, tu es en cours, ou pendant que tu dors. De 1h à 2h du matin, maintenant ici vous parlez. Mais je veux dire, chez les gens normaux, on dort à cette heure-ci. Eh bien, à ce moment-là, je ne ferai pas de la shonara. Commence comme ça. Mais tu dis, ça sert à quoi? C'est un mensonge. De 1h à 2h, de toute façon, je dors. Tu sais pourquoi c'est pas un mensonge? Parce que tu dis, j'ai réussi à le faire. J'ai une réussite. J'ai réussi à atteindre un objectif. Même s'il est minime, c'est énorme. Tu vas avoir confiance en toi. Tu vas dire, ok, j'ai réussi à le faire. Ça m'a donné le sentiment, la sensation que je suis capable de faire quelque chose. Allez, maintenant, ça va suffire. Ça va te donner confiance. Et tu vas rentrer maintenant dans un carcan positif. Et d'un acte à un autre, tu vas pouvoir avancer, tu vas pouvoir augmenter, tu vas pouvoir prendre sur toi. Ah, tu as commencé de 1h à 2h du matin, demain, ce sera de 7h à 8h, et après-demain, ce sera de 1h à 2h l'après-midi pendant que tu es dans la pause. Au réfectoire, tu manges avec tout le monde, et je me retiens de ça. C'est à tout le monde, on ne se rend pas compte la valeur d'un effort devant un cadeau. Je vous retrouve la même chose. Là, dans le pain, là, ça ne sert à rien. Comme c'est vital, Dieu te dit, écoute, fais le plus petit effort, ça ne sert à rien. Tu as raison, ça ne change rien, ça suffit pour que ça permet. Oui. Parce que par rapport au mariage, c'est la raison. Là, on fait quelque chose pour une raison qui existe, mais en fait, on fait rien du tout. Les Chachamim nous disent comme ça, quand le pain est totalement cuit par un goy, enfourné par un goy du début à la fin, c'est interdit. Si tu as fait un acte minime, c'est pas interdit. Les Chachamim te disent, il faut juste reconnaître que ce pain n'appartient pas totalement à un goy. Quand un pain, si l'intérêt est là, c'est quand un pain a été 100% cuit, enfourné et préparé par un goy, c'est interdit. Quand il a été prêt à 99%, c'est permis. Une brindille, ça va augmenter le feu. Mais une brindille plus une brindille, ça fait du feu. Vous avez raison, mais vous avez participé de manière la plus minime dans la cuisson du pain, ça suffit. Ok? Oui. Ça veut dire qu'il ne sera pas obligé d'aller avec vous? Dans quel cas? Alors, c'est-à-dire que selon la liste des actions que je viens de mentionner, effectivement, allumer le four, ça fait partie d'une liste. On peut faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe quand vous êtes mashgiach? On va pas venir à chaque fois pour souffler dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? On allume le four ou non pas? C'est plus facile, c'est juste que techniquement c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe si le mashgiach n'était pas? Vous savez que les boulangers commencent à 5h du matin, 4h du matin. Le mashgiach il arrive à 7h. Et s'il est Chabad, il arrive, on fait le Tanya, on fait le Miglé, on fait le je sais pas quel heure. Il ne viendra pas à 7h du matin, il viendra plus tard. Alors quoi, tout le pain est interdit? Il a intervenu, même plus tard, dans la cuisson, il faut que ce soit de ce pain. C'est-à-dire qu'à partir de cette fournée, ça il faut faire attention, même dans les endroits dans lesquels le juif vient, c'est qu'à partir de la fournée il est intervenu que c'est permis. Ce qu'il y avait avant, c'est pas utilisable. C'est clair à votre taille? Okay. Et donc, oui. Oui. Mais genre comme elle a dit, en gros, c'est pas ça qui a noté. Vous avez raison. Mais, c'est-à-dire ça, c'est la raison du décret. C'est la raison du décret. Mais les Chachamim disent, sache que moi je t'interdis le pain d'un goy parce que tu vas être reconnaissant seulement s'il a été cuit à 100% de sa fabrication par un goy. Si c'est à 99%, c'est bon, je te plains. On va être reconnaissant, mais même quand, comment vous dire ça, même quand un goy, il me fait des œufs, d'accord?
Et on a dit, comme les œufs ça cuise très vite, on avait dit que même si le juif est intervenu à 1%, c'est permis. On a dit ça pour les œufs. Alors, mais je suis reconnaissant, c'est grâce à lui que j'ai mangé. 99% avec tout ça, c'est raison. Mais les Khamim nous disent, les nous disent, si tu as consommé un aliment, du pain qui a été cuit à 100% par un goy, alors cette reconnaissance, elle sera tellement grande que ça pourra aboutir à des mariages mixtes. Sinon, si c'est pas 100%, il n'y a pas de reconnaissance telle pour pouvoir aboutir à des mariages mixtes. Enfin, à Botaï, donc on a dit, à partir du moment donc il a même remué des braises à rajouter une brindille, ce sera dans ce cas-là parfaitement permis. Pourquoi? Parce que donc, le juif, au moment où il a fait ça, il avait l'intention explicite, et ça fait partie de la condition, nous dit le Ben Mishra, il faut avoir l'intention explicite que par cette action, j'ai rendu le pain permis. Si le juif, il a trouvé une brindille dans la rue, il l'a jeté dans le feu comme ça par hasard, et il s'avère qu'il y avait là-bas du pain, ça ne marche pas. Il faut qu'il ait l'intention explicite de le rendre permis. Oui. Oui. Et donc ça dépend, ouais. On a fait une distinction entre les aliments qui sont consommables par un goy, qui ne sont pas consommables à l'état brut et qui sont honorables. Vous avez raison, ouais. En France, ce qui se passe, c'est assez compliqué, c'est vrai. Vous avez raison. On avait dit les boîtes de conserve, c'était permis finalement parce que c'est avec de la vapeur. Et à la vapeur, les Chachamim n'ont pas interdit. C'est pas une véritable cuisson. Quand c'est une véritable cuisson, c'est interdit. La monnaie? C'est très philosophique. Il faut savoir que même si j'ai payé pour quelque chose, la karatatov elle reste toujours. Même si ça me revient de droit. On m'a rendu un service, même si ça me revient de droit, quoi. J'ai payé. C'est normal que ça veut dire, t'as raison, tu peux dire ce que tu veux, mais la karatatov elle reste. La karatatov, c'est une chova que moi j'ai envers le prochain. Pas en fonction de ce qu'il me fait. Moi-même, l'être humain, je dois développer cette karatatov. Et plus on sait la kirsoda, plus on est une grande personne. D'accord? Comme ça, c'est dans un kadosh baruch hu. Be'emet rabotai, on nous dit, Chazal nous dit que quoi? Qu'est-ce qui se passe si le four n'a pas été allumé par un juif? D'accord? N'a pas été allumé par un juif. Il a été allumé par un goy. Comment on fait alors? Je vous renvoie la question. Comment on fait quand le four n'a pas été allumé par un juif? Il augmente, il enfourne, il ferme, même plus que ça que j'ai dit tout à l'heure, il ouvre le four et il le referme, ça suffit. Il a juste ouvert le four et il l'a refermé, ça suffit pour que, je répète, pour que cette fournée soit permise, pas ce qui a été fait avant, parce que avant c'est interdit. Mais à partir de maintenant, ça suffira. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a participé à cette cuisson. Mais pour les fours à gaz, eh bien, tant que le juif a allumé le four, par exemple, et qu'il est resté même une flamme minime, vous savez, dans les restaurants et dans les pizzerias, alors il y a du gaz comme ça qui part sur le côté. Quand il n'y a pas de clients, quand c'est la période, creuse, eh bien, il éteint pas en général, il laisse ouvert. Pourquoi? Parce que s'il y a tout d'un coup un client qui vient, le temps que je rallume, que je tourne le gaz, ça fait perdre beaucoup plus de gaz. C'est-à-dire que finalement, de laisser allumer, mais il faut laisser allumer à la température minimale, eh bien, ça va être plus économique que d'éteindre et de rallumer. Et donc, tant qu'il va rester une flamme minime qui a été allumée par le juif, eh bien, ce sera immédiatement permis. Mais Chachamim nous disent qu'est-ce qui se passe si maintenant j'ai un doute. À quel moment? C'est-à-dire que, ok, ça a été allumé par un juif, et après le gars il est venu, il est intervenu, mais je ne sais pas à quel moment il est intervenu. Je ne sais pas, moi je l'ai allumé, on a dit tant que ça reste à flamme minimale, c'est permis, n'est-ce pas? Mais maintenant je ne sais pas, est-ce que c'était flamme minimale, est-ce que ça a été éteint, je ne sais pas, j'ai un safek. Je peux manger ce pain ou je ne peux pas manger ce pain à vos tailles? On peut? Tout le monde est d'accord qu'on peut? Dans le doute, ça peut tenir, mais ça fait il a fait bien. Asbémet, on dit comme ça. Comme il s'agit, nous dit le Shahar, paragraphe 20, comme il s'agit d'une interdiction d'ordre rabbinique, eh bien, si tu as un doute maintenant, donc on t'a dit, toi, le juif, il est intervenu, mais après, il est parti, le juif. Peut-être que le gars, il a éteint le feu. Donc, on ne sait pas si il est resté encore une action minime dans ce pain. On a un safek des rabanan, les koulas. Et donc, il y a lieu de le permettre. Maintenant, ça dépend, parce que si tu vas chez un goy et que tout le temps il te fait ça, bah, tu ne peux pas t'appuyer dessus, comme l'a dit Enomi. Là, il nous embrouille tout le temps. Et là, il faudra effectivement se retenir. Donc, on fera une chéla quand on veut acheter notre pain dans une boulangerie non juive.
même si le juif il allumait le pain, il faut être sûr qu'il y a au moins un minimum de chaleur qui soit restée dans ce four qui vient de la force du juif, qui vient de l'action du juif. Le Rama, il est encore plus maquel et il dit tant que ton four est resté allumé, même s'il a été éteint et que ça n'a pas dépassé 24 heures depuis l'extinction du four, eh bien, le Rama nous dit que ce sera quand même permis. Pourquoi? Il dit parce que le four, dans les 24 heures, il se rallume plus facilement. Là, bien entendu, il ne s'agit pas de four électrique comme on a actuellement. Parce que les fours électriques, au bout d'une heure, tu l'éteins, il est totalement froid, tu peux mettre ta main dessus. On parle des fours artisanales, dans lesquels on allume au feu de bois, au braise, encore au gaz, ça conserve une chaleur énorme. Donc il nous dit, le Rama, que si un juif a allumé le feu, le pain, dimanche, d'accord, il a allumé à 2h l'après-midi, et que le goy a éteint ce feu, tant que tu l'achètes avant lundi, avant 14h, parce qu'il a allumé à 14h le dimanche, tu pourras encore le consommer, même si ça a été éteint et rallumé par le goy. Pourquoi? Parce que la deuxième fois quand il va se rallumer plus facilement grâce à l'action du juif. Donc on reconnaît encore l'action du juif dans ce pain-là, et donc ce sera permis. Pour finir, eh bien, il faut savoir que même pour le Rama, donc pour les communautés ashkénazes qui sont plus indulgentes dans les lois de pain d'un goy, eh bien on permettra le pain qu'en cas de nécessité. C'est-à-dire que si ça n'a pas été allumé par un juif, on pourra le permettre, parce que c'est considéré comme étant une nécessité. D'accord? C'est-à-dire qu'il faudra la khatrila, même selon le Rama, que le juif allume tous les jours son pain. Pour Maran, pour les Sfaradim, eh bien on interdira le pain, même a posteriori, même Bediavad, on devra l'interdire. Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il faut reconnaître l'action du juif dans ce pain. Mais pour finir, qu'est-ce qui se passe? Et ça, on m'a posé la question dernièrement, cette semaine, je crois, je ne me rappelle plus. On m'a appelé trop on m'a dit que le juif, qu'est-ce qu'il fait? Il allume le pain, il allume le four, vous savez comment? Avec une minuterie. Parce que le juif, il en a marre de venir tous les matins à 6h du matin. Il est très loin du compte, d'autant qu'il a son truc à faire avant. Alors qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une minuterie et je vais la programmer par un juif. Est-ce que je pourrais permettre ce pain ou pas d'après vous? Non. Ben, on veut dire tous les jours. Il faut vraiment minime que c'est pas tout le monde. Comment? C'est pas tout le monde, mais il y a tout ce qu'on est. Razak. Béhémet, c'est la bonne réponse. Béhémet, le Shulchan Aruch nous dit, à partir du moment où tu as fait la plus minime, tu m'as jeté une brindille. C'est le bon esprit, c'est que Béhémet, tu m'as jeté une brindille, tu me permets le four. Tu me permets ce pain. Alors, pour forte raison, la minuterie, elle a été programmée par qui? Par le juif. C'est-à-dire que dans une semaine, le four va s'allumer grâce à qui? Grâce à l'action du juif. Ça a été programmé une semaine avant, ça a été programmé même un an avant. Je crois que les poskim me disent qu'il faut quand même toutes les années, ils reviennent et qu'ils la remettent en marche, qu'ils appuient à nouveau sur le bouton. On reconnaisse quand même qu'il y a quand même l'action d'un juif, même si elle est extrêmement lointaine. Malgré tout, on a dit, tant que ce n'est pas 100% de cuisson par le juif, on aura le droit de consommer ce pain. Amen. Amen. Comme ça, on dit le Minchat Yitrak, le Shevet Alevi, le Rav Wosner, c'est les Gdolei Olam qui l'ont permis. Tant que la minuterie elle a été mise en marche par un juif, on pourra permettre ça. Amen.